Bonjour à tous, je suis Valentin Mézières, chargé d'affaires chez Pôle Énergie. On va vous mettre une petite vidéo en attendant que tous les intervenants arrivent, que tout le monde arrive, le temps de patienter et ensuite on commencera le webinaire. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Donc bonjour à tous, je suis Valentin Mézières, je suis chargé d'affaires chez Pôle Énergie. Donc pour ceux qui n'étaient pas là avant la vidéo, Pôle Énergie, c'est le pôle d'excellence régionale de la décarbonation et la transition énergétique dans les Hauts-de-France. Et on a pour mission d'accompagner donc les entreprises et collectivités sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va avoir 3 intervenants qui vont tous être à peu près les 3 interventions qui vont être liées au photovoltaïque. On va avoir Hippolyte Paul, le business developer en bâtiment bas carbone chez IDEX, qui va nous parler tout du décryptage de la loi APR. Claude Noël, donc directeur technique et construction chez Aoden, qui va nous parler de tous les enjeux autour de l'assurabilité des panneaux photovoltaïques en toiture. Et enfin, on aura Romain Scollan, chef de projet de CGELEC, qui va nous parler de l'autoconsommation du courant continu pour les panneaux photovoltaïques. Et donc, pour la première intervention, on va faire un focus sur la loi APR, dont on entend beaucoup parler depuis 2 ans maintenant, cette loi qui impose du coup de couvrir au moins 50% de la surface de son parking en panneaux photovoltaïques, soit en arbre ou une autre source d'énergie renouvelable. Et puisque le décret est enfin paru en novembre dernier, le décret d'application, et on s'est dit que plutôt que de répondre, on reçoit régulièrement des questions en fait sur cette loi APR, et on s'est dit que plutôt que de répondre un par un aux questions qu'on reçoit régulièrement, autant faire un webinaire pour répondre le plus possible aux questions que tout le monde se pose finalement, et que tout le monde ait des idées claires en sortant de ce webinaire pour se dire finalement quelles sont les surfaces qui sont assujetties ou non. Et pour cette présentation, donc c'est Hippolyte Paul, qui est donc chez IDEX, qui va décrypter ce sujet pour nous. Et pour en 2-3 mots, IDEX, c'est un groupe français qui conçoit des projets énergétiques clés en main, bas carbone et local, thermique et électrique. Donc Hippolyte, je te laisse la main et si jamais tu as d'autres choses à rajouter. Merci beaucoup Valentin. Effectivement, sur le petit laïus, sur IDEX, effectivement, aujourd'hui, on est un acteur présent sur l'ensemble de la chaîne énergétique, mais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on va se concentrer sur la réglementation de la loi APR. On remarque que effectivement, ces dernières années, l'accélération des réglementations sur l'énergie se multiplie. On a vraiment poussé l'électrique dans toutes les normes. On le remarque dans la loi climat et résilience. On le remarque sur la loi APR, qui va être un de nos focus aujourd'hui. On va également un tout petit peu parler de la loi mobilité, notamment sur l'équipement des vendeurs charges, qui, au final, on va vite le voir, trouve un lien assez naturel avec la loi APR. Et bien sûr, le décret tertiaire qu'on a tous en tête sur les 20, voire 25 prochaines années. La loi APR, qui a été effectivement un sujet ces 2 dernières années, nous parle de la couverture des parkings. Alors, comme tu l'as si bien dit, Valentin, soit en végétalisation, mais également, et c'est l'un des objectifs majeurs de la couverture en photovoltaïque à hauteur d'au moins 50% de leur superficie. Il y a 2 tailles de parking qui ont été vraiment mises en avant dans cette réglementation. C'est des parkings qui font plus de 10 000 m² et des parkings qui font plus de 1500 m² et moins de 10 000 m².
Pourquoi on a séparé ces deux zones? C'est parce qu'effectivement, on a une volonté d'une part de faire une vraie accélération sur les parkings de grande taille, puisqu'on remarque que les parkings de plus de 10 000 m² ont un calendrier au 1er juillet 2026, alors que les parkings qui sont entre 1500 et 10 000 m² ont un calendrier qui se situe à horizon 1er juillet 2028. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il a déjà été notifié dans cette réglementation les sanctions qui s'y rattachent. Aujourd'hui, pour un parking entre 1500 et 10 000 m², c'est 20 000 € par an de sanctions si les parkings ne sont pas équipés. Et pour les parkings qui font plus de 10 000 m², on est à 40 000 € par an. Ça induit déjà une certaine forme d'impact de cette réglementation qui se veut être très incitative. Et l'objectif de cette présentation, c'est aussi de comprendre les enjeux, mais surtout d'y rattacher un impact qui va être positif pour celui qui va équiper ses parkings et non pas de n'y voir qu'une contrainte incitative. Au niveau de la réglementation, on a essayé d'être assez efficace sur la compréhension de ce qui va rentrer dans cette réglementation. On y a donc intégré une cible qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, un parking, c'est une entrée, des voies de circulation, une zone de stationnement et une sortie. L'ensemble de ces données sera intégré dans la manière dont on va calculer la surface assujettie à la loi APR. À l'inverse, toutes les zones qui sont à l'extérieur de cette cible, notamment espace logistique, espace de stationnement de matières dangereuses, partie ICPE, donc à moins de 10 mètres des zones ICPE, espace de repos, espace vert ou zone de stockage et de manutention, elles ne sont pas intégrées dans la réglementation. Petite spécificité, les zones de stationnement qui sont comprises dans cette loi APR, ce sont les zones de stationnement pour véhicules légers, véhicules ou zones de remorquage. Donc c'est primordial d'avoir en tête qu'aujourd'hui, un parking, c'est concrètement quelque chose qu'on est capable de délimiter assez simplement. Je vous ai mis un exemple concret pour bien comprendre vraiment l'impact de ce qu'est un parking. Aujourd'hui, sur une surface de parking de 12 000 m², on peut remarquer sur cet exemple que la zone noire est l'unité foncière du parking, donc on peut y deviner une entrée et une sortie. Par contre, seules les zones vertes seront comprises dans les stationnements ainsi que les zones rouges, c'est-à-dire les zones de stationnement et les zones de circulation. Et sont bien exclus, on voit entre la délimitation noire et la délimitation verte, les zones enherbées qui, elles, ne sont pas assujetties à un équipement dans la loi APR. On a donc aujourd'hui un parking qui fait 12 000 m², une surface assujettie qui fait 11 000 m² et une obligation réglementaire qui se situe donc à 5 500 m² pour pouvoir répondre à la réglementation. Bien sûr, il existe des exonérations. C'est une question qu'on me pose très régulièrement parce que forcément, qui dit réglementation dit un aspect de contrainte. On y voit une contrainte et il n'est pas toujours évident d'y comprendre l'intérêt. Les exonérations qui ont été mises en place sont axées sur trois sujets distincts. La partie technique et sécuritaire. Aujourd'hui, s'il y a, d'un point de vue géologique, par exemple, des sols instables, une inclinaison importante, on va pouvoir aller chercher une exonération. Les risques sécuritaires, naturels, technologiques, les activités incompatibles également. On peut prendre l'exemple de zones ATEX qui peuvent représenter effectivement un risque pour les installations et un risque humain, bien évidemment. Deuxième exonération possible, les zones protégées. On va avoir monuments historiques, parcs nationaux, zones humides, zones urbanistiques non appropriées. On a également les protections environnementales, notamment les zones préservées pour la biodiversité. Troisième exonération possible, c'est l'exonération économique. C'est celle sur laquelle on va le plus souvent me poser de questions. Et forcément, pour comprendre quel est un projet photovoltaïque rentable, eh ben, il faut effectivement être en capacité de faire des études, de comprendre
des projets de chacun, puisque chaque projet est différent, chaque projet a ses contraintes, mais a aussi son lot de points positifs. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que un projet photovoltaïque, c'est avant tout la globalité d'un site et la globalité d'un utilisateur d'énergie potentiel. Dans les exonérations économiques, on va y trouver du coup le coût d'investissement excessif, c'est-à-dire lorsque les dépenses nécessaires dépassent un certain seuil de rentabilité défini par arrêté. Et il y a une deuxième exonération économique qui est la viabilité financière. En cas de dépassement d'un certain ratio entre le coût des travaux et la valeur totale du parc photovoltaïque, on a une possibilité d'être exonéré. Attention, important de prendre en considération également que tout a été mis en œuvre pour que ces exonérations économiques ne soient pas simples à aller chercher. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'objectif de cette réglementation, c'est de maximiser la production solaire sur des zones qui sont déjà artificialisées. IDEX, dans l'objectif justement d'apporter un maximum de réponses, a créé une solution clé en main et complète de bout en bout pour justement permettre aux clients ou aux partenaires qui souhaitent avoir au moins des informations sur leur projet, de comprendre que c'est des choses qui sortent c'est des projets qui sortent clairement d'une activité habituelle chez un industriel, par exemple. Produire sa propre énergie, c'est pas dans son cœur d'activité. Donc aujourd'hui, l'objectif d'IDEX, c'est de proposer une solution qui va vraiment sortir l'ensemble de l'activité, non seulement pour répondre à la réglementation, mais également trouver les optimisations qui vont transformer cette contrainte en opportunité économique. Chez IDEX, on propose du coup d'investir sur la globalité du projet pour limiter effectivement l'impact financier chez le client. On conçoit l'ensemble de l'installation photovoltaïque avec un bureau d'études qui est dédié au sein de notre entité. On va réaliser l'ensemble du chantier et travailler sur la coordination et le planning, bien sûr, avec l'ensemble des différents acteurs qui vont rentrer sur la réalisation de ce projet. On va exploiter et maintenir l'ensemble des installations pendant toute la durée du contrat qu'on aura avec notre client et on va garantir une fourniture d'énergie. Valoriser un parking, c'est pas seulement, comme le dit la loi APER, et c'est important de l'avoir en tête, pas seulement mettre des ombrières sur un parking. Pourquoi? Parce que installer des ombrières, ça va avoir un impact général sur la manière dont on va continuer à utiliser le parking. Alors, d'un point de vue nombre de places, facilité de stationnement, aucun impact. On restera sur une accessibilité identique à celle qu'on a avant le projet photovoltaïque. Par contre, être en capacité de réfléchir à comment valoriser cette énergie, c'est quelque chose qui est indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez potentiellement produire une énergie qu'on va pouvoir autoconsommer, mais il est possible aussi qu'on produise un surplus par rapport à vos besoins. Donc, comment vous accompagner sur le stockage potentiel d'une énergie complémentaire ou la valorisation d'une énergie en autoconsommation collective, par exemple. On a aussi besoin de réfléchir à la mobilité verte. Je le disais lors de ma présentation, la loi LOM qui implique l'installation de bornes de recharge peut et doit être réfléchi en même temps qu'un projet photovoltaïque, pour la simple et bonne raison qu'on est sur la même interface, on travaille sur le même parking. Donc, il est primordial de pouvoir réfléchir de manière connexe ces deux projets qui peuvent s'imbriquer et créer des symbioses. Mais dans la mobilité, il n'y a pas que la mobilité des véhicules électriques, il y a aussi la mobilité douce. Comment intégrer un projet de mobilité douce dans son projet, permettre aux collaborateurs d'avoir accès aussi à des parkings à vélo connectés pour pouvoir recharger son vélo, le réparer en cas de problème, et comprendre aussi effectivement ces nouveaux modes de mobilité qui se multiplient sur nos parkings. D'un point de vue environnemental, c'est un secret pour personne, on peut aujourd'hui constater des parkings qui peuvent être vétustes, qui peuvent être abîmés par le temps, ou pas aux normes d'un point de vue gestion des eaux pluviales ou que sais-je. C'est important du coup que lors de la conception de ce projet, on soit aussi en capacité de vous proposer la gestion de ces différentes notions environnementales et qui rentrent aussi
dans des enjeux de plan local d'urbanisme qu'on va venir intégrer dans les solutions. Et enfin, il y a aussi l'aspect esthétique. Quand je dis esthétique, on ne parle pas juste de belles ombrières ou d'une finition qui peut plaire à tous, mais il y a aussi l'esthétique du parking, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, par exemple, déimperméabiliser le parking et permettre, encore une fois, une bonne intégration des eaux pluviales ou un désengorgement des zones d'eau qui pourrait permettre justement de faciliter un retour vers une désimperméabilisation de ces zones qui aujourd'hui sont clairement des zones anti-transition énergétique. Le parking aujourd'hui est l'inverse de ce qu'on pourrait qualifier de transition énergétique puisque c'est une zone imperméabilisée avec des véhicules stationnés toute la journée qui ne produisent rien si ce n'est effectivement des problématiques environnementales. J'arrive à la fin de ma participation qui a été certes rapide, mais on a mis ce QR code tout au long de la présentation et on vous le remet ici pour que vous puissiez poser vos questions déjà à IDEX en direct puisqu'on va être limité en termes de timing et aussi pouvoir faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner sur les premières questions de vos projets, potentiellement les études de vos projets et encore une fois, pousser plus loin la compréhension de la réglementation de la loi APER, de la loi LOM, pour équiper vos parkings en ombrières photovoltaïques. Merci Hippolyte pour la présentation. Questions, il y en a quand même pas mal. Je pense que tu n'auras pas le temps d'y répondre en seulement quelques minutes. Je vais essayer d'en prendre une de Mehdi, parce que je trouve qu'elle résume bien notre question que j'ai eue au-dessus et qu'on a souvent sur les surfaces généralement. Je demande s'il existe des possibilités de mutualisation des surfaces pour le même gestionnaire, c'est-à-dire des raisons de rentabilité du projet variables d'un site à un autre. Est-ce que les surfaces sont cumulables? Il y a aussi souvent la question de est-ce que si j'ai plusieurs une question qu'il y avait au-dessus, est-ce que si on a plusieurs parkings, est-ce que c'est la surface cumulée des parkings qui est prise en compte cette fois? Alors, pour la première question, quand on est sur du multisite, c'est bien chaque site qui est assujetti à la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant on peut trouver un moyen de faciliter sur plusieurs parkings d'un même site pour pouvoir regrouper sur un seul parking la totalité de l'installation qui est nécessaire pour atteindre ces 50%. Autant quand on est sur plusieurs sites, il est nécessaire que chaque site soit équipé et on parle bien d'un besoin d'atteindre 50% sur chacun des sites. Voilà. La seconde question, je me permets de te faire répéter pour être sûr de bien avoir compris. Oui, c'est la question si, je vais répéter la question, c'est existe-t-il des possibilités de mutualisation des surfaces pour le même gestionnaire, c'est-à-dire des raisons de rentabilité du projet variable d'un site à un autre? Est-ce que les surfaces seraient cumulables? Je suppose que la question, c'est peut-être est-ce que si on a plusieurs sites, peut-être si tu as des endroits différents en France, par exemple, est-ce qu'on peut mutualiser sur un site ou un autre selon l'ensoleillement, je suppose? Ouais, hélas, non. Quand on a plusieurs sites en France, on peut vraiment pas mutualiser. Par contre, quand on a plusieurs parkings sur un même site, là, on peut se permettre de sélectionner les zones et de faire en sorte qu'un parking puisse être plus équipé qu'un autre, par exemple. Ok. Et je vais reprendre cette deuxième question parce que j'avais vu une question de toute la partie économique. Il demandait également si sur les exonérations économiques doivent être faire l'objet d'une étude réalisée par un bureau d'études spécialisé. Et si oui, est-ce qu'il existe des subventions pour la partie études? Et si oui, quels sont les critères d'éligibilité? Donc, je pense que c'est plutôt la question qui entoure finalement tout ce qui est exonération économique. Comment est-ce qu'on sait qui est-ce qu'on va voir pour savoir si on est exonéré économiquement ou pas finalement? Ouais. Alors oui, il faut faire une étude pour pouvoir être exonéré, quelle que soit l'exonération d'ailleurs, puisqu'on a abordé 3 types d'exonération. Pour chacune des exonérations, il faudra une validation d'un bureau d'études spécialisé. Aujourd'hui, j'ai pas connaissance de subventions spécifiques pour permettre l'exonération. J'imagine qu'il y a des choses qui vont être mises en place, notamment via potentiellement l'ADEME ou que sais-je. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas prévu. J'ai pas connaissance de subventions permettant de financer les études d'exonération. Merci Hippolyte. Bon,
je vais m'arrêter là pour les questions parce que là, sinon, ça continue de défiler et je te laisserai y répondre soit par écrit dans les messages, soit plus tard, je te transmettrai les questions. Mais sinon, je vais passer l'heure à te faire lire des questions, je pense. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui posent la question, si le webinaire il sera disponible en replay, il le sera bien. Donc maintenant, on va passer à la seconde intervention donc de Claude Noël, qui va nous parler de l'assurance des toitures des bâtiments, enfin de tous les projets photovoltaïques en toiture, parce que souvent, c'est un sujet qui n'est pas assez mis en avant, enfin, dont on ne parle pas assez, mais c'est vraiment un vrai enjeu parce que ça peut être vraiment un no-go en fait, sur un projet en toiture. Et finalement, c'est de savoir tous les points d'attention à avoir lorsqu'on veut mettre du photovoltaïque en toiture. Donc, je vais laisser Claude Noël nous montrer les points de détail sur ce sujet. Est-ce que tu m'entends, Claude? Oui, et vous m'entendez aussi? Je vous entends. Vous pouvez. Parfait. Allez. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Claude Noël, je dirige des activités construction énergie chez Oden. Alors, Oden, c'est un courtier d'assurance international. On est 17 000 personnes au niveau mondial et 800 personnes en France, avec une forte présence dans le domaine de l'énergie. En ce moment, beaucoup sur l'hydrogène, beaucoup sur la géothermie, mais bien entendu également sur le solaire. Alors, nos amis de Pôle Énergie nous ont dit en introduction, on espère que vous allez ressortir du webinaire avec les idées claires. Je suis désolé, pour ce qui concerne les assurances, je ne vais pas beaucoup contribuer à la clarté parce que, et on le verra dans la deuxième partie pour ce qui concerne la décennale, c'est pas très clair. Voilà, on va essayer de s'en sortir et quand même de se classer les idées. Bon. Alors, quel est le contexte général concernant le solaire, que l'on parle d'ombrières, de panneaux en toiture, etc. C'est que on a peu d'acteurs assureurs qui rentrent avec beaucoup d'enthousiasme sur ce secteur. On a eu au départ un historique sinistre extrêmement critique. Et on a surtout, on en parlera, un régime de responsabilité extrêmement instable, notamment au regard de la responsabilité et de l'assurance décennale. C'est une vraie difficulté, à la fois pour les maîtres d'ouvrage, mais également pour les bureaux d'études et pour les entreprises. Donc ce contexte assez flou n'est pas très favorable au développement de solutions d'assurance. De manière à classer un petit peu les idées par rapport au risque, je vous propose de traiter de 3 sujets. La phase de construction et d'installation, dire quelques mots de l'exploitation et notamment quand on pose des panneaux sur un bâtiment préexistant avec les sujets qu'il faut anticiper. Et puis bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler de la décennale et de tous les éléments de complexité qui vont régir les responsabilités des uns et des autres. Alors, on va commencer par le plus simple. On est avant réception, on réalise qui les ombrières, qui la pose de panneaux photovoltaïques ou même des fermes au sol. Les contractants doivent livrer l'ouvrage tel qu'il a été commandé et donc doivent réparer tous les dommages qui pourraient atteindre les panneaux jusqu'à la réception et le transfert de propriété. La question qui se pose, et on verra après la solution assurantielle, c'est de dire, devant un événement d'intensité, imaginez qu'un événement naturel détruise un stock de panneaux sur site ou qu'en milieu urbain, on puisse avoir des éléments de vandalisme importants ou que l'on ait des chocs d'engins, etc. Enfin, on peut se poser la question de dire, est-ce qu'une entreprise est bien assurée ou pas pour les dommages qui pourraient survenir avant réception lorsque les matériaux et l'ouvrage appartiennent encore au constructeur. C'est une vraie difficulté parce que d'une entreprise à l'autre, on va avoir des garanties extrêmement volatiles, extrêmement différentes, qui peuvent être absolument ridicules ou qui peuvent correspondre au risque. On a un deuxième sujet de risque, toujours en phase de construction, mais qui aura un impact sur la phase d'exploitation. Et là, on vise directement la pose de panneaux sur des ouvrages existants, qui est le sujet de l'incendie. Alors, on a un vrai sujet structurant parce que nous sommes en phase d'une sorte de déséquilibre économique. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une entreprise qui va poser des panneaux pour 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe,
sur un bâtiment, on peut penser notamment à la logistique, qui peut valoir à lui seul 10 millions et qui peut valoir 20 millions avec le contenu. Donc se pose la question de dire, si j'ai un incendie qui démarre dans les panneaux PV avant leur réception, qui se communique au bâtiment, comment est-ce qu'on peut régler ça? Alors, on verra qu'après réception, c'est également un sujet plus simple quand il y a le même propriétaire pour les panneaux et le bâtiment, beaucoup plus compliqué en tiers investissement quand on a une divergence de propriété entre les panneaux et le bâtiment. Alors, devant ce déséquilibre économique, il y a une solution qui peut être envisagée, qui est à la fois contractuelle et assurantielle. Idéalement, il serait bien qu'il y ait une forme de renonciation au recours entre le propriétaire et l'assureur du bâtiment et l'entreprise qui vient poser les panneaux, tout simplement pour dire, est-ce qu'une entreprise qui pose pour 500 000 € de panneaux pourrait être tenue à réparer un dommage de 20 millions? Bon, il y a une réflexion à avoir qui permet quand même de bien allouer les risques et de bien protéger l'opération. Alors, on revient en arrière, on parlait des dommages aux panneaux jusqu'à la réception, aux panneaux eux-mêmes. Les solutions d'assurance, c'est tout simplement ce qu'on appelle une tout risque chantier montage essai, c'est-à-dire une police qui va couvrir tous les intervenants pour tous les dommages qui pourraient atteindre les panneaux, que ce soit ombrière ou en toiture, hein, quelle que soit la forme, y compris éventuellement les dommages à l'existant, donc les dommages causés au bâtiment préexistant du fait de la pose des panneaux, avec également un intérêt, lorsqu'on est en phase de projet financé, c'est de pouvoir étendre la garantie aux pertes financières qui pourraient être elles-mêmes consécutives à un retard lié à un sinistre. Vous avez un événement naturel en cours d'installation qui vient détruire une partie des panneaux, ça retarde la mise en exploitation, ça retarde donc les revenus que l'on pourrait attendre de l'installation, et bien là, on peut avoir cette garantie package qui va couvrir les dommages, les pertes financières et les dommages existants. C'est un vrai sujet, c'est une solution d'assurance qui est bien sûr beaucoup pratiquée parce que c'est très utile, qui n'est pas obligatoire. Hein, voilà. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que au niveau du portage de l'assurance tout risque montage essai, eh bien, soit nous avons des marchés séparés, bureau d'études d'un côté, installation des panneaux de l'autre, etc. Il est préférable que ce soit le maître d'ouvrage qui souscrive pour apporter une unité d'assurance. Par contre, dans des solutions d'EPC, c'est-à-dire d'ensemblier, la pratique veut que ce soit plutôt l'ensemblier qui va porter contractuellement cette solution de couverture de risque. Voilà. Alors, il y a une question que je vois le maître d'ouvrage doit contracter une tout risque chantier avant le démarrage des travaux ou une décennale suffirait. Alors, la décennale prend effet à la réception, la tout risque chantier, c'est pendant les travaux. Donc, ce sont deux polices qui se succèdent, mais en aucun cas, la tout risque chantier et la décennale ne peuvent se superposer, elles ont un objet différent. Alors, là, je vais m'adresser maintenant au maître d'ouvrage, parce qu'il y a une deuxième partie de risque qu'il faut considérer, qui est tout simplement la responsabilité civile du maître d'ouvrage. Je vous rappelle qu'en droit français, tout maître d'ouvrage est présumé responsable des dommages causés par ses travaux si des tiers subissent des préjudices ou des dommages, quels qu'ils soient, corporels, etc. Ce risque est très facilement transférable à une police dite RC maître d'ouvrage, qui peut être souscrite au cas par cas, chantier par chantier si besoin, ou qui peut faire partie des garanties habituelles du maître d'ouvrage. Dernièrement, j'ai eu une question d'un maître d'ouvrage public qui voulait poser des ombrières sur un parking vraiment en centre urbain complexe avec beaucoup d'avoisinants. On s'est bien posé la question de dire comment est-ce qu'on peut couvrir le risque de responsabilité civile de la personne publique en cas de dommages causés par ces travaux par rapport à leur exposition. Donc ça aussi, c'est vraiment à considérer. Dans cet environnement complexe, il y a la question de dire qu'est-ce qu'on va demander, quels sont les points de vigilance dans la relation avec les constructeurs. Alors,
on est dans des métiers et des interventions pour lesquelles la sous-traitance est assez courante. Hein. Si les panneaux PV supposent également intervenir sur la couverture, il y aura un couvrage, etc. Voilà. Il faut intégrer cet aspect, il faut bien que les constructeurs soient assurés également du fait des travaux donnés en sous-traitance. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, et je ne suis pas encore en décennale, il y a le sujet des assurances de responsabilité civile. Donc, les constructeurs interviennent, réalisent leurs travaux, et à l'occasion de ces travaux, elles peuvent causer tout type de dommages au maître d'ouvrage ou à des tiers. Une assurance de responsabilité civile, elle a un objet, elle a un cadre, et cela suppose que ces éléments soient vérifiés par la maîtrise d'ouvrage. Quels montants sont assurés? Est-ce que la qualité contractuelle est assurée? En effet, une entreprise peut être couverte pour des travaux de pose de panneaux, d'entreprise simple, mais ne pas être couverte pour une prestation de contractant général. Or, il y a beaucoup de marchés en contractant général. Si la qualité contractuelle du contractant général ne figure pas dans l'attestation, on peut considérer que l'intervenant ne sera alors pas assuré en cette qualité. Voilà. Par ailleurs, on en parlera, mais pour des fermes solaires en toiture qui ont une certaine importance, les assureurs peuvent imposer l'intervention d'un BET structure qui va vérifier la compatibilité de la charge entre la ferme et puis le bâtiment préexistant. Dès lors qu'il y a une prestation de bureau d'études, on va rentrer dans des notions de RC professionnel du bureau d'études, parce que s'il commet une erreur et que cela endommage le bâtiment après réception, on viendra le rechercher pour faute. Et donc, il faut également traiter très précisément cet aspect de garantie de responsabilité civile. Voilà. J'ajoute que ça a beaucoup d'intérêt parce que la responsabilité civile, c'est en cours de travaux, j'endommage un bâtiment existant, etc. Mais je vous rappelle que, et je ne parle pas de décennale, que la responsabilité civile, elle dure 10 ans après les travaux. Imaginons que on ait un effondrement et que l'effondrement cause des dommages à des personnes, dommages corporels, on ira rechercher ce qu'on appelle la RC après travaux de l'entreprise concernée. Donc, vous voyez, tout ça a également un impact dans le temps. Je vois les deux questions qui se posent. Quand on fait appel à un cabinet d'architecte, il faut qu'il soit assuré en RC professionnel, bien sûr, mais on le verra éventuellement en RC décennal en fonction de la configuration du projet. J'ai également une question sur les installations classées CVSO. À ma connaissance aujourd'hui, il y a une exclusion générale de tous les assureurs pour couvrir leurs assurés sur la pose de panneaux en contexte CVSO. Voilà. Donc ça suppose des extensions et ça suppose un traitement assurantiel au cas par cas. Et pas facile. Alors, on est après réception, on a traité les risques en cours de travaux, et là, avant de parler de décennale, on va rentrer dans une vraie question qu'il faut anticiper. Vous, maître d'ouvrage, vous avez votre bâtiment et vous posez des panneaux sur votre bâtiment, ou vous avez un parking et vous allez poser des ombrières. Vous avez certainement déjà un assureur dit multirisque qui va couvrir en dommages aux biens vos actifs. Attention, cet assureur-là, il ne va peut-être pas valider la poursuite de vos garanties d'assurance si des panneaux sont posés. Certains assureurs sont extrêmement restrictifs, d'autres encore refusent totalement de couvrir en multirisque des bâtiments qui ont reçu des panneaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours anticiper, mais anticiper de plusieurs mois, la mise en place de ces projets, de manière à être certain que votre assureur va vous accompagner ou que votre assureur, pour vous accompagner, va exiger quelques éléments techniques spécifiques de manière à vous couvrir. Ça, c'est le cas le plus simple, même propriétaire, panneaux et bâtiments. Là où on est dans une complexité qu'on a déjà évoquée en cours de construction, mais on y revient en post-réception, c'est que quand vous avez un tiers investisseur qui pose des panneaux pour les exploiter sur un bâtiment et que le propriétaire du bâtiment
n'est pas le même. On a un vrai sujet d'avoir deux actifs superposés et de se dire que si l'un cause un incendie à l'autre, il faut bien trouver une solution intelligente pour le régler. Et là, ça passe idéalement par des clauses de renonciation à recours réciproque entre les propriétaires et les assureurs de chacun, de manière à se dire que s'il y a un incendie, chacun va payer les dommages sur le bien qu'il assure sans recours, et on peut encore une fois penser à la faiblesse de la valeur des panneaux PV par rapport à la valeur d'un bâtiment et du contenu, et donc tout ça fait du sens. Mais attention, certains assureurs refusent cette renonciation à recours réciproque et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, pour finir de vous achever sur le sujet de l'assurance, on doit forcément parler de la décennale. Bon, alors, la décennale mériterait à elle seule 3 heures de webinaire avec un état de la jurisprudence, un état de la doctrine, etc., parce que tout ça est vraiment très compliqué aujourd'hui. Alors, ce que l'on se disait il y a quelques mois, on avait une idée assez simple, et sur les bâtiments existants, surimposition pas décennale, intégrée décennale. Bon, pour les ombrières, on se disait, bon, accessoire décennal, pas accessoire d'un bâtiment, pas décennal. Tout ça, bien entendu, était beaucoup trop simple, et les tribunaux ont pris, enfin, une décision a été prise en mars 24 qui vient modifier considérablement la vision que l'on peut avoir du sujet. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'installation est un ouvrage? Alors, on parle plus d'équipement ou de rôle, là on dit, voilà, est-ce que structurellement c'est un ouvrage? Par son ampleur, par son coût, par son implication dans l'ouvrage préexistant. Si c'est un ouvrage, alors c'est de la décennale. Décision de la Cour de cassation. Bon. Si c'est de la décennale, on a deux possibilités. Est-ce que c'est de la décennale obligatoire ou est-ce que c'est de la décennale facultative? Alors, ça a des conséquences puisque dans le premier cas, il y a une obligation d'assurance qui pèse sur les constructeurs et qui peut peser sur la maîtrise d'ouvrage avec une dommage ouvrage obligatoire. Dans le deuxième cas, il y a bien une responsabilité décennale, mais avec une assurance qui est facultative. Alors, Claude, il te reste quelques minutes. Alors, je vais accélérer. Hop. Donc, en termes de bons process, parce que c'est l'idée, c'est de faire passer des messages, vous êtes maître d'ouvrage, il faut d'abord vous poser la question, est-ce que mon projet va constituer ou pas un ouvrage au sens de la jurisprudence? Si c'est le cas, alors je peux m'assurer éventuellement en assurance dommage ouvrage, mais je vous rappelle que l'assurance dommage ouvrage, c'est une police de préfinancement avec un recours certain contre les constructeurs. Et là, eh bien, il va falloir avoir tous les constructeurs assurés, le bureau d'études, l'architecte, etc. Et certaines entreprises n'ont pas encore passé le pas ou n'ont pas obtenu d'assurance de la part du marché. Donc, on peut avoir les difficultés de dire je vais mettre en place une DO, mais je ne vais pas y arriver tout simplement parce que mes constructeurs sont mal assurés pour ce projet. Donc, schéma général des assurances, on en a déjà parlé, RC maître d'ouvrage pour les travaux, tout risque chantier et le système décennal après réception avec la question de la multirisque. Donc, pour résumer, si on peut y arriver, pour nous, quand on conseille nos clients sur des investissements en matière de panneaux PV, il y a d'abord la préparation du projet. Alors, qualité des panneaux, voir s'ils sont sur les listes admises par les assureurs, les clauses d'assurance à intégrer dans les marchés, notamment la partie décennale, dialogue avec l'assureur multirisque. Alors, ce n'est pas BAT, c'est bureau d'études à prévoir selon les cas, à l'importance du projet. Et si ce sont des projets financés, bien anticiper les exigences des banques qui sont extrêmement sévères. Déroulement du projet, tout risque chantier, RC maître d'ouvrage, vérifier l'assurance responsabilité civile des intervenants et préparer déjà l'assurabilité en multirisque.
Et post-réception, vous aurez toujours des questions sur la maintenance de l'installation pour permettre à vos assureurs multirisques de se prononcer. Alors, je réponds à une question qui est passée. Non, toutes les centrales à surimposition ne sont pas considérées comme des ouvrages. Des ouvrages supposent qu'il y a une forme de structure, etc. Il y a une décision là-dessus qui est assez claire. Alors, pour terminer sur quelques éléments de confusion totale, une ombrière posée sur un parking qui sert à du covoiturage, la doctrine nous dit c'est un ouvrage, mais ce n'est pas de la décennale obligatoire. Bon, d'accord. La même ombrière posée, par exemple, pour accueillir des personnes qui viennent assister à un événement dans le cadre d'un parc d'exposition, les mêmes ombrières, ce serait un ouvrage, ce serait de la décennale. Parce qu'on va y intégrer l'ouvrage, la destination, l'usage dans la construction pour conclure au fait que décennale, pas décennale. Voilà. Donc, je suis arrivé au bout du temps qui m'était imparti. Je ne pas avoir pu vous donner des éléments stables, figés et définitifs, parce que tout ça est extrêmement volatile et toujours sujet à l'interprétation des tribunaux qui nous surprennent d'année en année. Voilà. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation très complète. Et vu que tu as déjà un peu répondu aux questions, disons que les questions qui restent, je les transmettrai directement par mail pour que tu puisses y répondre. Ou si tu veux répondre dans le chat, mais là, je vais pouvoir laisser un peu de temps à Romain quand même pour qu'il ait le temps de faire sa présentation aussi. Parce que c'est aussi un sujet hyper intéressant et que j'aimerais vraiment qu'on l'aborde et qu'on prenne le temps de l'aborder. Donc, Romain, qui va nous présenter l'intérêt d'utiliser directement le courant continu, en fait, qui est directement produit par les panneaux photovoltaïques et qui peut avoir déjà certains usages, et va nous montrer l'intérêt justement du coup d'utiliser directement ce courant qui est produit en sortie des panneaux photovoltaïques. Et donc, merci Valentin. Romain, excuse-moi, je vais dire que tu étais de CGLEC, qui est le référent national de Vinci Énergie pour le courant continu, et je te laisse la main. Merci Valentin, bonjour à tous. Donc oui, donc pour ma part, je m'appelle Romain Scolan, je suis chef de projet au sein de CGLEC Nord Grand Projet, basé à Wascal, à côté de Lille, et en charge pour Vinci Énergie du développement d'une nouvelle activité portée sur l'usage et l'utilisation du courant continu directement depuis les panneaux photovoltaïques pour gagner en efficacité. Donc avant toute chose, voilà, ce que je vous propose, c'est un petit rappel historique sur l'utilisation du courant continu, l'utilisation du courant alternatif. Aujourd'hui, en fait, on part d'un constat qui est de se dire que une grande partie des équipements électroniques qu'on utilise, nos téléphones, nos ordinateurs, les voitures électriques, les luminaires LED, nécessitent du courant continu pour fonctionner. Pourtant, on les alimente en courant alternatif. Pourquoi? Parce que depuis 1890, l'usage est d'alimenter nos équipements en courant alternatif. Parce qu'à cette époque-là, il y a eu une guerre des courants qui opposait deux scientifiques. D'un côté, Nikola Tesla, de l'autre, Thomas Edison. Le premier, donc Nikola Tesla, convaincu du courant alternatif, tandis que Thomas Edison, lui, prônait le courant continu. Il s'avère qu'en 1890, à New York, le courant continu ne permettait pas en fait d'alimenter la ville de New York parce que sur les fortes distances, le courant continu à l'époque était bien moins efficace que le courant alternatif. Parce que à cette époque-ci, l'électronique de puissance n'était pas assez développée. Donc c'est pourquoi que depuis en fait le 19e siècle, partout dans le monde, l'électricité est distribuée en courant alternatif. Et on n'a jamais remis en cause ce modèle. Et aujourd'hui, on se rend compte que la majeure partie de nos équipements fonctionnent en courant continu. Et à côté de ça, on installe de plus en plus de panneaux photovoltaïques qui, eux, produisent du courant continu. Donc, pourquoi pas utiliser directement cette électricité produite en courant continu par les panneaux photovoltaïques pour alimenter nos équipements. Et on se rend compte qu'en faisant un petit peu cet exercice, en alimentant directement ces équipements, on pourrait gagner en efficacité. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on alimente nos équipements qui fonctionnent en courant continu avec du courant continu depuis une production photovoltaïque, on doit convertir cette électricité à minima 2 fois. Une première fois pour arriver dans le réseau électrique et à la suite alimenter nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques. Et ces multiples conversions vont entraîner des pertes de l'ordre de quasiment 30%. Tandis que si on alimentait directement ces équipements en courant continu, on arriverait à réduire les pertes autour de 5%.
Donc, on a poussé l'exercice au sein de Cegelec, au sein de Vinci Énergie, en réalisant un premier démonstrateur, le premier bâtiment, plateau de bureau alimenté en courant continu sur le territoire français. Et on a aussi, j'en parlerai juste à la suite de ça, alimenté une ombrière photovoltaïque sur un site à Grenoble pour alimenter des bornes de recharge 100% en courant continu. Donc le courant continu aujourd'hui, l'usage de ce courant continu, on peut y voir une alimentation pour des bâtiments de bureaux, pour des data centers, des ombrières, de l'éclairage public, mais pourquoi pas également aussi le côté résidentiel. Ouais, si on revient maintenant sur ce que je disais juste avant sur l'ombrière photovoltaïque. Donc, on a installé en juillet dernier sur un parking à Grenoble 2 ombrières photovoltaïques qui alimentent directement des bornes de recharge courant continu. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de bornes de recharge rapides, de bornes de recharge courant continu, mais il faut savoir que ces bornes de recharge courant continu sont alimentées par une source de courant alternatif, puis délivrent à la suite du courant continu. Donc, elles intègrent un convertisseur et elles génèrent du coup des pertes. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est installer des bornes de recharge qui sont alimentées en courant continu et qui délivrent directement du courant continu pour limiter les pertes de conversion. Donc, on a installé 2 ombrières donc pour une puissance de 60 kW, 6 bornes de recharge, 4 bornes 11 kg et 2 bornes 30 kg. Et on a aussi installé dans un conteneur une batterie de stockage pour 300 kg de stockage. Donc le cas d'usage de ce parking, c'est lorsqu'il y a suffisamment de soleil sur la production photovoltaïque, le panneau photovoltaïque alimente directement les bornes. Lorsque la production photovoltaïque venait à baisser, les batteries vont prendre le relais pour alimenter les bornes de recharge, pour recharger les véhicules électriques. Et lorsque la production photovoltaïque est insuffisante, que les batteries sont déchargées, c'est l'alimentation Enedis qui prend le relais et on a un seul convertisseur AC-DC qui permet d'alimenter nos bornes courant continu. Et donc ce système, on le retrouve ici, donc avec un conteneur en fait, un conteneur où on retrouve les batteries, l'armoire électrique, l'armoire photovoltaïque pour alimenter nos différents bornes de recharge. Et par rapport à ça, donc on a après un espèce de canalis qui permet d'alimenter les bornes de recharge, qui intègre les protections et qui permet en fait de déployer une solution. Voilà, si on venait à souhaiter un côté de l'étendre, si on souhaite étendre l'installation, on peut du coup imbriquer une nouvelle partie d'ombrière dans le futur. Donc on est sur un niveau de tension de 700 volts en courant continu. Aujourd'hui, on ne retrouve pas de standard, il n'y a pas de standard sur la distribution en courant continu. Au sein de Vinci Énergie, on a adhéré à une fondation européenne qui s'appelle CurrentOS, qui a pour objectif d'établir les standards de la distribution en courant continu pour les plus faibles tensions, donc en dessous de 1500 volts courant continu. Donc ces standards sont l'idée c'est d'établir des standards à l'échelle européenne mais également mondiale pour les futures installations courant continu qu'il pourrait y avoir sur un cas d'usage bâtiment, un cas d'usage parking, un cas d'usage en industrie, data center et bien d'autres. Aujourd'hui, le niveau de tension, c'est 350 volts et 700 volts. C'est les 2 niveaux de tension pour alimenter les équipements en courant continu sur le territoire européen. Donc on a installé ce conteneur, les ombrières courant continu, les bornes. Maintenant, au niveau des résultats, ce qu'on retrouve, donc on a une réduction de la consommation d'énergie, une réduction des pertes, de l'ordre de 15 à 20% de réduction de pertes, de par le fait de supprimer les différents convertisseurs qui génèrent des pertes. On a sur la partie cuivre un gain. Pourquoi? Par trois facteurs. En utilisant le courant continu directement depuis les panneaux photovoltaïques, on peut réduire les longueurs de câbles.
donc on a moins de cuivre. On réduit également la section de câble utilisée. Pourquoi? Parce que le niveau de tension étant plus élevé, on peut du coup limiter la section de câble. Et à côté de ça, en courant continu, il n'y a besoin que de 2 pôles. Donc on supprime un conducteur de cuivre qui permet de réduire la masse globale de cuivre installée sur l'installation photovoltaïque. Et en parallèle, l'ombrière photovoltaïque courant continu est une espèce voilà, de microgrid courant continu qui permet d'apporter un soutien au réseau électrique national, de décharger le réseau Enedis et d'être moins dépendant au réseau électrique, de limiter vraiment un risque éventuel de saturation. Ce qu'il faut voilà, savoir, si on prend un petit peu de recul sur l'échelle européenne, c'est que aujourd'hui, cette idée voilà, de microgrid courant continu photovoltaïque arrive en France. Aux Pays-Bas, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont en réflexion et en action vraiment sur ces systèmes d'ombrières, de microgrid courant continu. Pourquoi? Parce que le réseau électrique néerlandais est saturé. Aujourd'hui, un industriel, un particulier qui souhaite s'installer aux Pays-Bas, notamment dans la région d'Amsterdam, aujourd'hui, pour être raccordé au réseau électrique national, il va devoir prendre un ticket d'attente et la durée entre le moment où il va du coup s'inscrire sur les listes et où il sera raccordé d'un point de vue électrique, c'est entre 2 et 5 ans pour avoir un point de connexion au réseau électrique. Donc ils ont dû s'adapter, ils ont dû se poser des questions, ils ont sollicité ces ombrières et ces systèmes de production locale d'électricité et pour faire encore mieux que ce qu'on faisait déjà, être plus efficace, avoir un des meilleurs rendements et ces gains d'efficacité passent par l'usage et l'utilisation du courant continu afin d'être plus efficace d'un point de vue consommation d'énergie. Donc, et aujourd'hui en France, donc si on revient maintenant sur le territoire français, les perspectives d'RTE, d'Enedis, c'est que d'ici 10 ans, d'ici 2035, la consommation électrique, de par l'essor de l'électrification des usages et des véhicules, devrait augmenter de l'ordre de 30 à 40%. Aujourd'hui, voilà, une question qu'on peut se poser de manière collégiale, c'est est-ce que le réseau électrique permet d'augmenter d'ici 10 ans la consommation de 40%. La solution des microgrids courant continu, des ombrières photovoltaïques, permet de limiter vraiment cet impact sur le réseau Enedis, sur le réseau électrique français, afin de consommer de manière plus efficace, de supprimer voilà, les différents convertisseurs qui vont générer des pertes, afin vraiment gagner en efficacité. Donc ce qu'on propose nous au sein de CGLEC, c'est vraiment des solutions clés en main, de produits, de solutions d'intégration de matériel courant continu, que ce soit pour un usage bâtiment, mais également un usage ombrière, parking, photovoltaïque, afin de proposer vraiment un package avec une ombrière et des bornes courant continu qui permettent voilà, à un bâtiment, à une flotte de véhicules, de gagner en efficacité par rapport à une consommation et de réduire un impact carbone sur l'installation, sur l'utilisation. Un point important aussi à souligner, c'est que lorsqu'on utilise le courant continu en direct, on supprime les convertisseurs, donc on supprime la consommation, les pertes, mais on supprime aussi la maintenance sur ces convertisseurs. Donc il y a un gain en maintenance qui est important. Les équipements ont des durées de vie du coup plus importantes en supprimant ces convertisseurs électroniques qui aujourd'hui assurent la conversion AC-DC et qui sont ces équipements qui génèrent des pertes et qui rendent le réseau moins performant, moins vertueux. Donc voilà ce qu'on peut signaler, ce qu'on peut dire sur la partie courant continu, sur l'usage directement de la production électrique du panneau photovoltaïque vers nos usages qui sont de plus en plus électriques et de plus en plus en courant continu. Merci vraiment pour la présentation. Du coup, je vais prendre une ou deux questions. On a encore un peu de temps. J'ai une question de Thomas Roilet qui me dit que sur le schéma DC-DC, il faut un convertisseur DC-DC pour adapter la tension de panneau vers la tension des différents équipements, charges qui sont à des tensions DC différentes. Comment faites-vous? Cela induit aussi des pertes.
Oui, exactement. Il faut ce convertisseur. Donc, c'est pour ça que sur le schéma, tout à l'heure, on indiquait des pertes sur la partie DC. Donc, il y a des pertes. On supprime pas 100% des pertes. Elles sont conservées. Certaines sont conservées. Mais il y a moins de pertes avec un convertisseur DC-DC qu'avec une succession et une multiplicité de convertisseurs AC-DC. Et c'est ce qu'on met en œuvre. Voilà, donc, oui, il faut des convertisseurs, des abaisseurs de tension qui permettent d'intégrer les différents équipements sur un bus courant continu. L'architecture en courant continu est un petit peu différente ou en alternatif, on est sur une alimentation en étoile depuis une armoire électrique, depuis un tableau divisionnaire. Là où en courant continu, on va être sur une technologie de bus où on vient interconnecter nos différentes charges, nos différentes sources. Et oui, il faut passer par certains convertisseurs DC-DC pour avoir les bons niveaux de tension pour faire fonctionner les équipements qui seraient connectés sur ce bus. Tout à fait. Et dernière question, est-ce que c'est plus onéreux de faire une installation en courant continu qu'en courant alternatif? Alors aujourd'hui, oui, il y a un delta de prix sur une installation DC vis-à-vis d'une installation AC, de par le peu d'industrialisation qu'il y a des produits. Mais la tendance est amenée à bouger et à réduire, et le delta de prix tend à baisser entre là les perspectives qu'on a par rapport aux différents partenaires avec qui on travaille, c'est que d'ici fin 2025, il ne devrait plus y avoir d'écart de prix entre une installation AC et DC. Super. Pour les autres questions, je te les enverrai pour que tu puisses y répondre directement, parce que sinon, on va y passer encore un peu de temps. Mais merci beaucoup pour ton intervention, Romain. Et je tiens à remercier aussi tous les intervenants pour toutes vos interventions qui étaient super claires et super intéressantes. Je vous transmettrai toutes les questions qu'on a reçues parce que je n'ai pas pu toutes vous les poser. Surtout, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat. Ça, je pourrais vraiment les transférer après aux différents intervenants qui pourront vous répondre directement. Merci. Merci d'avoir assisté. Merci. D'avoir répondu à vos questions et je vous souhaite une très bonne journée. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.